Geneva Show vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Waltraud Mayer, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder cet entretien. C'est un immense honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est mon plaisir. Pour cette interview en français. Merci. On va voir ce que ça donne avec mon français. Oui, il est parfait. J'essaie. Vous êtes la mezzo-soprano de notre temps. Vous êtes une légende vivante de l'opéra. On entendait à l'instant le Liebestod, c'est le final de Tristan et Iseult de Wagner que vous avez chanté à Bayreuth. Alors aujourd'hui, vous êtes une jeune retraitée de la musique. Vous ne chantez plus? Oui, depuis 1 an, je chante plus. Après 47 ans de carrière, et de chanter beaucoup et beaucoup de rôles, et dans tous les... aussi des rôles d'abord pour des jeunes, des rôles lyriques, et plus tard c'était des rôles dramatiques, et ensuite j'ai aussi chanté des rôles soprano. Alors je suis passée d'un temps à l'autre, et après 47 ans, je me suis dit, ça suffit. Vous avez dit, je n'ai plus rien à dire musicalement. C'est juste, j'ai tout dit sur la scène. Et vous ne chantez plus, même sous la douche? Rien, non. Rien. Oui, parce que pour moi, c'était toujours important que j'ai aussi le plaisir de m'entendre moi-même. Et ça, j'ai presque pas eu à la fin. Et comme ça, je me suis dit, non, je garde encore mes mémoires, comment c'était, et je garde encore les sons et toutes les lignes que j'ai chantées, tout ça. Et c'est mieux d'avoir ça dans le cœur, dans le mémoire et dans la tête que d'écouter ça maintenant. C'est plus de plaisir. Vous êtes à Genève pour le concours international, vous êtes membre du jury. Alors, il y a un contact avec la jeune génération maintenant. Vous aimez ce lien avec la nouvelle génération? Oui, c'est très curieux, je trouve. Et je suis plein d'admiration pour tout ce qu'ils font maintenant. Ils sont techniquement, mais vraiment, comme je tire mon chapeau, hein, c'est vraiment admirable. Vous les admirez, mais est-ce que vous, ils vous admirent? Est-ce que vous sentez cette admiration envers vous? Comme ça, on n'a pas assez de contact, c'est clair. On reste derrière les barrières pour juger, pour écouter. Et comme ça, non, maintenant, ça n'a rien à voir avec une admiration à moi. Il s'agit d'eux, maintenant. Waltraud Mayer, une bonne voix. C'est quoi une bonne voix? Vous avez parlé de la technique. Oui. Est-ce que c'est que de la technique, la voix? Non. Une bonne voix, c'est beaucoup la technique, ça c'est clair. Une bonne et saine technique. Mais aussi, c'est le timbre, c'est l'âme, parce que je trouve tous les sentiments que vous avez quand vous êtes stressé, quand vous êtes heureux, tout ça s'entend, ça se sent dans la voix. Alors, il y a tout. Mais bien sûr, pour chanter, la basse, c'est une bonne technique. Et vous dites qu'il y a 1% d'étincelle, 1% de funk, comme on dit en allemand. Oui, je trouve toujours que la voix, c'est comme on fait un bon tapis. Il faut avoir de la soie magnifique, avec des couleurs très bonnes. Et aussi de faire ce tapis avec le meilleur handcraft. Et seulement là, quand le tapis est prêt, il peut voler. Et c'est ça, à la fin, la voix doit voler. Vous avez dit que vous saviez chanter avant même de savoir parler. Non, pas savoir, parce que c'était ma mère qui a dit je chantais d'abord que j'ai parlé. Ouais. Alors, j'étais très petit.
Et ça, c'est des souvenirs d'enfance. Vous vous en souvenez, vous, ou c'est votre mère qui racontait ça? C'est plutôt ma mère qui a dit ça, mais c'est très sympa, comme elle a dit. Mais c'est vrai, on a fait beaucoup de la musique à la maison, les soirs. Nous étions encore une famille qui a eu une télévision très tard. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le soir? On a fait de la musique ensemble et on a chanté. Parce que vous étiez dans une famille de musiciens aussi. Non, pas de musiciens, non. Mélomanes. Même pas ça, amateur. Amateur. Oui, totalement amateur. Et ça, c'était une chance pour vous? Je crois que oui, parce que pour moi, de chanter, c'était toujours une façon de parler avec des autres moyens. Alors pour moi, c'est de s'exprimer, où moi, je pourrais m'exprimer avec le chant. C'est comme parler encore avec un truc au-dessus. Parce que vous n'êtes pas seulement une chanteuse, mais vous êtes aussi une actrice. Ouais. Et c'est important, la dimension dramatique. Absolument. Parce que c'est tout le corps qui montre quelque chose, qui dit quelque chose. Et moi, je dis toujours, dès qu'on entre sur une scène, on exprime. Même si on ne veut pas, même si on est sur scène et on ne fait rien, alors on exprime, je ne fais rien. Parlons de la jeune génération. Alors, on a compris que ceux qui sont à Genève en ce moment, vous ne leur parlez pas parce qu'il faut garder une certaine distance avant les résultats. Mais cette jeune génération, est-ce que vous lui donnez des conseils? Après, je crois, s'ils ont envie de nous écouter, bien sûr, je suis très d'accord pour les parler et leur dire. Par contre, de donner trop de conseils, je trouve que il vaut mieux vraiment répondre leurs exactes questions. De donner un conseil juste en général, je trouve ça pas bien parce que eux, ils doivent trouver leur chemin eux-mêmes. C'est plus le chemin que moi j'ai fait ou dans ma génération. C'est autre chose maintenant. Et je trouve que je ne peux pas dire ce qu'ils ont pour leur chemin. C'est à eux de trouver ça. Mais vous, votre chemin, vous l'avez trouvé toute seule? Moi-même, oui. Votre professeur de chant ne chante pas? Non, il ne chantait pas. Il était violoniste. Et je trouve que c'est mieux parce que ça demande plus de fantaisie, on ne prend pas tout ce que l'autre a dit. Il vient beaucoup plus de l'intérieur de soi-même. Et comme ça, c'est beaucoup plus la personnalité qui parle. Il vous coachait comment, alors, ce prof, avec son violon? Non. Il a expliqué ça en montrant, comment on a un legato, et tout ça. Il a montré ça. Et ensuite, c'était important que je le sente dans mon corps. Parce que la voix, c'est des cordes aussi. C'est pas seulement les cordes, c'est tout le corps. C'est tout le corps. Oui. Et ça, on sent quand on a quelque chose qui fait mal. Le pied fait mal. Quand on chante, on sent le pied qui fait mal. Alors, comme ça, on sent que c'est vraiment un tout. Tout le corps chante. Vous dites, aujourd'hui, c'est différent pour la nouvelle génération. Qu'est-ce qui a le plus changé par rapport à il y a 50 ans, quand vous avez commencé? C'est le visuel. Maintenant aussi, on voit que les concerts, les opéras, c'est beaucoup plus stressé et l'important, c'est beaucoup plus sur le visuel qu'avant. Mais bien sûr, avant, c'était aussi qu'un set était beautiful. Et qu'on a aussi fait du beau théâtre avec les actions. Mais maintenant, il y a trop sur scène qui est visuel. Et parfois, moi, maintenant, comme spectatrice, je trouve que c'est trop. Parce qu'on ne peut plus se concentrer. Comment est-ce qu'elle ou est-ce qu'il a chanté? Les oreilles, c'est parfois
d'après mon avis, que pour les oreilles, parfois, c'est couvert par le visuel. Et c'est clair que maintenant, pour les jeunes chanteurs, ils doivent respecter que maintenant, c'est vraiment aussi comment dire, le Blickpunkt. Le Blickpunkt, c'est le coup d'œil. Oui, c'est sur le visuel. Sur le visuel. Ouais. Il y a 50 ans, vos rêves, c'était quoi quand vous avez commencé? Quand j'ai commencé, je me suis dit, j'aime bien chanter, et si ça ne marche pas, je reviens à l'université et je fais autre chose. Alors, dans ma tête, c'était pas, il faut absolument devenir chanteuse. Non. Parce que, comme mon père a dit, quand je lui ai dit, mais maintenant je suis engagée à Würzburg comme soliste, il était tellement étonné, il a dit, mais pourquoi? Tu peux toujours chanter. Alors pour lui, que c'était une profession, il a dit, mais pourquoi? Et comme ça, c'était aussi pour moi comme ça. Je me suis dit, alors, je chante. Et si j'ai du succès, c'est bien. Sinon, il y a autre chose. Et du succès, il y en a eu, parce que très peu de temps après Würzburg, vous arrivez pour une audition à Bayreuth. Oui, et c'était moi qui a appelé à Bayreuth en automne 82. Et j'ai dit, je veux faire une audition. Ils m'ont répondu, mais maintenant, il n'y a rien à Bayreuth. Tout le monde est parti, c'est vide. Alors, rappelez de nouveau au mois de mai. Alors, j'ai rappelé et j'ai eu une date pour une audition. Et c'était une audition où j'espérais de chanter dans le nouveau ring de Scholti, 83. Alors, je me suis préparée pour Fricka et Waltraute. Et juste avant ça, j'ai fait Kundry à Cologne, dans une production de Jean-Pierre Ponel. Et j'avais encore ma partition de Parsifal avec moi. Et le pianiste qui devrait m'accompagner pour l'audition, il a dit, mais qu'est-ce que vous chantez dans le Parsifal? Je dis, oh, je viens de chanter Kundry. Il a dit, pourquoi vous chantez pas ça pour l'audition? Je dis, mais c'est Léonie Ruzanek qui chante maintenant Kundry. Il a dit, mais ça n'a rien à voir, c'est une audition, chantez ça. Alors j'ai vraiment fait, comme on dit chez nous, enemenemu, et j'ai choisi Kundry, je suis sortie sur scène. Et c'était tout de suite Wolfgang Wagner qui a dit, à rester encore un jour, je veux bien que vous auditionniez encore demain pour James Levine. Et alors, le lendemain pour Jimmy Levine, et il a dit, restez encore un jour, je veux bien travailler avec vous. Et comme ça, c'était décidé. Et après, 10 ans de Kundry à Bayreuth, la légende. Oui. Et après, Isolde. Isolde et bien d'autres rôles. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait arriver comme ça à Bayreuth, qui est le festival légendaire fondé par Richard Wagner, arriver à Bayreuth, faire une audition, Kundry du premier coup, comme vous? Je ne sais pas. C'est encore possible? Tout est possible dans la vie. Oui, ça dépend comment on est. Si quelqu'un vient et il surprend, pourquoi pas? Vous avez chanté avec les plus grands, vous avez chanté pour les plus grands metteurs en scène, pour les plus grands chefs d'orchestre. Alors, on ne va pas faire toute la galaxie de portraits, mais il y a 2 personnes dont j'ai envie qu'on parle. D'abord, c'est Patrice Chéreau, c'est un grand metteur en scène. On va voir une photo où vous êtes tous les deux, là, vous travaillez. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Patrice Chéreau? C'était le plus complet, tout ce qu'on peut appeler art et culture et humanité. Tout ce qu'on a parlé avec lui, soit sur philosophie, psychologie, peinture, quoi que ce soit dans l'art, il était un maître. Et c'était magnifique, magnifique avec lui. Et les mises en scène, j'ai jamais
eu ça plus tard avec d'autres metteurs en scène. Il a commencé une répétition, il a eu une idée, et dès qu'il a réalisé que là, non, ça ne fonctionne pas avec le texte, ou peut-être il a réalisé la musique, non, ça veut dire autre chose. Il est revenu au début. Il a recommencé toute la scène de nouveau. C'est génial, avoir ce courage de dire « j'enlève tout ce que j'ai travaillé hier parce que ça ne fonctionne pas ». Maintenant, un metteur en scène dirait peut-être « ah oui, on fait comme ça, et on rit comme ça ». Et pour lui, c'était toujours la vérité qu'il a cherchée dans tous les domaines. Vraiment la vérité des choses. L'exigence aussi. Oui, oui. Comme vous. Si vous dites ça. Non, c'est très bien compris dans ça. Je l'ai toujours comparé aussi comme une... même chose avec Barenboim, comme une sonate de Beethoven. C'est tellement concentré et on ne peut plus enlever une petite détail, autrement ça tombe. Et très souvent aussi, quand on a commencé de répéter, il avait trop d'idées. Ça et ça et ça. Et dans le temps de répétition, il a enlevé ce détail, ce détail, ce détail, ce détail. Et il est resté vraiment quelque chose de... Comme je dis, la vérité est la base et... Oui, l'essence des choses. Vous avez dit Barenboim. Oui. Daniel Barenboim, c'est un chef d'orchestre avec qui vous avez beaucoup travaillé. Ouais. Et il y a une séquence assez drôle dans un documentaire qui vous a été consacré où on vous voit au travail, en répétition ou en enregistrement avec Daniel Barenboim. On regarde. Okay. Eine Punktierung ist falsch. Nochmal bitte. Nochmal bitte. Très dur en travail. Hein. Oui, non, il était très précis et tout ça. Et j'aimais aussi beaucoup quand il nous a donné le juste note, mais il a sifflé. Au lieu de chanter, il a toujours sifflé. Et c'était tellement exact. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris, Daniel Barenboim? Tout dans la musique. Il a tout expliqué. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'a pas seulement dit, alors il faut chanter plus piano ici, là, c'est plus accélérando, tout ça. Il a toujours expliqué le pourquoi. Et avec ça, on apprend des choses. C'était jamais seulement tu fais ça, mais tu fais ça pour ça. Et c'est génial. Comme ça, j'ai appris presque tout dans la musique. Ce besoin de savoir pourquoi, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous. Toujours dans la vie. Pourquoi? Pourquoi on vit? Mais même les silences, quand vous ne chantez pas, Oui. qu'est-ce qui se passe et on comprend? Oui, mais le silence n'est pas un silence. Dans le silence se passe le monde. Il se passe tout. Il se passe des pensées, des sentiments. Il se passe tout. Alors, c'est pas vide. Il faut savoir ça. Silence, c'est plein, fulfilled. Un point commun que vous avez avec Daniel Barenboim, c'est cette passion pour Richard Wagner. C'est un compositeur qui est très spécial pour vous. Pourquoi il est si spécial? Plusieurs raisons.
D'abord, j'aime le texte. Je sais que le texte est très spécial quand on le lit seulement. Quand la première fois que j'ai lu le texte de Rheingold, voilà, va, il y a beaucoup de nouvelles, voilà, là, va, il y a... Je me suis dit, mais Vous avez chanté, là, vous chantez. non, ça, j'ai pas... ça, c'est pas chanté. J'espère que c'était mieux avant. Je me suis dit, mais c'est un texte fou. Mais de plus en plus, j'ai remarqué que le texte de Wagner, c'est déjà de la musique. Parce que c'est tellement fait des voyelles ont déjà la musique. Et les consonnes, c'est du rythme. Et il y a des consonnes, et c'est ça qu'il faut vraiment faire attention quand on chante allemand, qu'il y a des consonnes qui sont rythmiques, les P, T, K, et les autres qui sonnent Wonne, Wehmut, Lust, Leid. Ça, on peut, les L, on peut chanter, les W, on peut, le M et N, et tout ça. Il faut vraiment le stresser et jouer avec. Alors, ça déjà, la langue, c'est déjà la musique. Et ensuite, mais bien sûr, le texte en soi, en tout, c'est la philosophie, la psychologie qui est juste encore. C'est pas vieux. C'est encore les mêmes problèmes qu'on a maintenant dans notre société. Aussi, les jeunes ont le même problème qu'une Brunhilde pourrait avoir, ou une Sieglinde. Ça ne change pas. Alors, si on vraiment rentre dedans de toutes les histoires des opéras de Wagner, on trouve que c'est encore aujourd'hui valable. Et la musique? Oh, la musique, on ne parle pas de la musique, mais bien sûr, c'est encore là. Soit on est totalement touché, et je crois avec Wagner, c'est vraiment, soit on le déteste et on ne peut rien avoir avec ça, ou soit on est pris pour la vie, mais il n'y a rien où on dit « Ah oui, j'aime bien Wagner, oui, il est comme ça ». Non, ça n'existe pas. Avec des autres compositeurs, oui, mais pas avec Wagner. On vous a vu travailler avec Daniel Barenboim. Quand on travaille avec vous, Waltraud Mayer, qui décide? C'est le metteur en scène, c'est le chef d'orchestre ou c'est vous qui décidez? Non, tout le monde. C'est pas vous la bosse? Non, non. Avec Patrice, à la fin, c'était lui qui a décidé. Mais c'est bien, avec tout le travail, c'est toujours bien si on respecte l'autre, d'abord, respecte, mais aussi si on écoute artistiquement aussi à l'autre. Parce que, et je parle des deux côtés, on peut apprendre de l'autre, ou on peut, si on est vraiment curieux de l'idée de l'autre, on peut le prendre dans ses propres idées. Alors, c'est une ping-pong game. J'ai toujours vu ça comme un ping-pong. Donne-moi tes idées et je t'apporte une réponse. Et comme vice-versa. Alors, à la fin, bien sûr, à la fin, il décide, le metteur en scène et le chef d'orchestre. Mais s'ils sont, disons, intelligents, ils sont aussi intéressés à ce que vient de l'artiste. Beaucoup de gens ont dit Waltraud Mayer, ce n'est pas une diva. Je crois, ils ont raison. Oui. Je me regarde pas comme une diva. Vous avez travaillé avec des divas? Oui. Racontez-nous. Non, ça vaut pas la peine. Non. Pourquoi? C'était dans les rapports humains? Où est-ce que ça se passe? C'est toujours c'est parce que pour eux, pour les vrais divas, c'est pas séparé, le privé et l'artiste. C'est une combinaison. Ils sont toujours aussi artistes
et une personne privée. Et pour moi, je crois, quand je suis allée à la maison, ou quand j'ai une rencontre avec quelqu'un dans un café, je suis une personne privée. Et alors, c'est autre chose. Vous aimez beaucoup manger, vous aimez boire. Oui, boire maintenant, moins. Moins. Oui. Mais manger, vous aimez manger. Oui, aussi moins. Moins. Je dois. Votre plat préféré, c'est quoi, Waltraud? Oh, il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas Vous un aimez plat tout. préféré. Oui, quand c'est une bonne cuisine, j'aime bien. Oh, parce qu'on dit les chanteurs d'opéra, c'est comme des sportifs d'élite. Il faut manger d'une certaine façon, il ne faut pas trop boire. Vous n'avez pas beaucoup mis de limites. Oh, ça dépend, j'ai pas des règles. Je mange quand j'ai faim, quand j'ai envie. Et je bois, comme j'ai dit, moins en moins, parce que maintenant, dans mon âge, on ne supporte si beaucoup qu'avant. Mais comme je dis, je suis un seafood eater. When I see food, I eat it. C'est ça. Waltraud Mayer, retraité, qu'est-ce que vous souhaitez encore apporter À qui? au monde? Oh, de la joie, que je suis là. Oui, et compréhension, mon oreille, c'est ça. Et est-ce que vous avez envie qu'on retienne quelque chose de vous? Il y a beaucoup, et je crois c'est aux gens de prendre ce qu'ils veulent. Mais c'est pas à moi de dire oui, mais il faut que tu gardes ça et que tu vois ça. Non, non. Il y a trop. Ils ont le choix. Merci beaucoup, Waltraud Mayer, d'avoir été notre invité. Merci aussi. Infomaniac, le Cloud Éthique vous a présenté Ginny Vachaud.